Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Horror à Arkham, le jeu de cartes. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo où je vais vous donner peut-être des conseils, notamment surtout pour les débutants qui commencent le jeu ou qu'on fait une ou deux campagnes ou peut-être juste la campagne de la zélatrice, et peut-être des conseils qui vont pouvoir leur permettre soit de mieux comprendre le jeu, de mieux l'appréhender, peut-être d'avancer plus rapidement dans la compréhension d'un jeu qui est parfois un petit peu complexe, même si les règles sont relativement simples, mais leur mise en place, leur exécution est parfois un petit peu compliquée. Donc, écoutez, je vous propose 10 conseils que je vais chapitrer en 10 parties, évidemment. Et parmi ces 10 conseils, le premier que je pourrais vous donner, c'est bien lire. Comme on dit, bien lire, c'est très important dans ce jeu-là, plus qu'un autre d'ailleurs, parce que lire, c'est très fort. Lire, c'est aussi un moyen de connaître le jeu, de bien le comprendre. Si vous ne lisez pas avec beaucoup d'attention les cartes, vous allez vite sortir du jeu en faisant des erreurs de jeu, ce qu'on appelle des misplays, des erreurs de jeu qui sont très pénibles. Donc lire, c'est très important. Notamment pour les mises en place qui vont vous sembler très très incompréhensibles parfois, notamment les premières campagnes ou des événements. Il n'y a qu'un secret, c'est lire. Alors, au-delà de ça, tout le monde sait lire, il n'y a pas de problème. Simplement, comment on peut lire le Arkham? Le Arkham, en fait, il faut comprendre une chose, c'est qu'il n'y a jamais d'interprétation. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez une hésitation, c'est que c'est pas très bon en fait. Normalement, vous devez vraiment bien connaître le guide des références, et c'est peut-être là-dessus que vous pouvez vous renvoyer quand vous avez des doutes. Mais pour cela, sinon, il faut vraiment être très lent dans votre lecture des cartes. Et ça, c'est même les joueurs expérimentés. Quand on appréhende une nouvelle campagne, on va la lire lentement, on va peut-être même coincer. Vous voyez, j'ai quasiment fait toutes les campagnes, mais pourtant, si j'en prends une nouvelle, je peux avoir des doutes, je peux ne pas comprendre. Et pour ça, il y a qu'une seule solution, c'est vraiment être très lent dans la lecture, relire une deuxième fois éventuellement, et ça va vous débloquer des choses. Et quand il y a des choses que vous comprenez pas, je vous invite souvent à vous référer au guide des références. Et c'est ce qui va vous permettre de faire un peu la jonction de qu'est-ce qui est demandé par le jeu. Voilà. Parce que le jeu est très simple, et donc pour ça, en fait, le jeu est simple tout court, mais les designers, souvent, ils vont aller tirer le design du jeu pour pouvoir produire des effets de jeu innovants, surprenants ou étonnants. Donc c'est pour ça que souvent, eux, ils ont un mécanisme de lecture, d'écriture aussi des règles ou des mises en place qui est très très codifié par la règle du jeu, tout simplement. Voilà. Donc vraiment, c'est bien normal de douter, d'avoir des incompréhensions au début du jeu, mais ce qui pourra vous aider, c'est bien évidemment de bien lire la règle. Alors, deuxième point important quand vous démarrez dans le jeu, c'est aussi de bien évaluer vos chances quand vous faites une action. Autrement dit, il faut bien connaître le Chaos Bag. Alors, le Chaos Bag, c'est le petit sac dans lequel vous allez avoir tous vos petits jetons. Et c'est pas simplement les piocher au hasard qui va être important. Ce qui va être aussi important, c'est de voir quels sont les jetons qui sont à l'intérieur pour essayer finalement d'avoir une approche un peu de probabilité par rapport à l'événement. Donc c'est aussi se dire là j'ai une chance sur 2 de réussir, j'ai 2 chances sur 3. Alors pas besoin d'être un mathématicien, mais vous voyez, vous pouvez savoir combien de jetons vous sont favorables et combien de jetons ne vous sont pas favorables. Et à partir de ça, ça va vous aider un petit peu à agir. Est-ce que c'est une bonne action, pas une bonne action? Est-ce que une chance sur 2 de trouver un indice, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup? Une chance sur 2 de faire 1 point ou 2 points de dégâts, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup? Donc tout ça dans vos arbitrages, ça va être important de bien connaître le Chaos Bag, et surtout de vous référer à la petite carte de référence des compétences pour savoir en fonction de qu'est-ce que vous allez tirer. Par exemple, un crâne, qu'est-ce qui va se passer? Tout ça, faut que vous l'ayez déjà en tête, même sur une partie de la zélatrice, pour voir si jamais je fais un échec, quelles vont être les conséquences.
Dans certaines campagnes, alors même dans la zélatrice, vous avez parfois en cas d'échec, un effet très négatif. Donc, est-ce que vous êtes prêt à subir cet échec en cas d'échec? Vous voyez, enfin, ce double échec, je veux dire, cet effet négatif dans l'échec. Donc là aussi, bien appréhender son chaos bag, bien avoir une petite connaissance des probabilités et de se dire, oui, là, ça sert de faire un test de compétences, là, ça ne sert pas. Donc tout ça, souvent, on va explorer un petit peu on va essayer de voir s'il y a beaucoup de -1, de -2, est-ce qu'il y a beaucoup de -3, est-ce qu'il y a un -5, etc. Et ça va nous aider un petit peu à comprendre l'intérêt de l'action. Enfin, troisième conseil. Le troisième conseil, c'est avoir un deck, alors si vous jouez en solo, équilibré, ou si vous jouez à 2 ou 3, même 4 d'ailleurs, mais si vous jouez à plusieurs, d'avoir des decks équilibrés. Alors je fais une vidéo sur comment bien deck builder, enfin des conseils, hein. Après je pense qu'il y a toujours mieux pour donner. Il n'y a pas de deck forcément parfait, hein. Tout dépend des campagnes, tout dépend des styles de jeu que vous aimez en plus d'ailleurs, parce que c'est comme un jeu pour s'amuser. Mais voilà, un deck équilibré, voilà, c'est un deck, je dirais, qui va être complémentaire. Vous voyez, si vous jouez avec un gardien, avec un chercheur, ce sont a priori des personnages complémentaires. Si vous faites une campagne avec un survivant et un mystique, bah faudra que chacun s'oriente un petit peu vers quelque chose qui puisse aider l'autre. Vous voyez, il faut pas que ce soit un survivant qui ne puisse pas, soit qui fait que du combat, mais voilà, faut que chacun soit équilibré, quoi. Un qui va s'occuper plus du combat et un autre qui va s'occuper plus de la recherche d'indices. Faut pas que les deux soient orientés sur quelque chose qui serait redondant, sinon, voilà, quand vous risquez d'être bien dépourvu. Donc vraiment, passez un peu de temps sur vos decks, essayez de les réfléchir. Là encore, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite pour bien deck builder, mais voilà, les conseils très simples pour être très court, c'est que faut que vous ayez des emplacements qui correspondent à une probabilité raisonnable de tirer, quoi. Voilà, faut que vous amusiez avec votre deck et qu'en plus il ait une bonne synergie avec celui de vos compagnons. Voilà. Ensuite, quatrième conseil que je pourrais vous donner, alors c'est un petit peu avec bien lire, mais c'est de bien connaître les règles du jeu. Les règles du jeu, là encore, sont pas très compliquées, mais vous allez avoir plein de petites astuces si vous les maîtrisez, qui vont vous faciliter grandement la vie. Je prends plusieurs exemples, on va dire. L'un des choses importantes que j'avais pas forcément capté dès le début, c'est sur, par exemple, le riposte. Vous voyez, par exemple, l'effet riposte. Alors, est-ce que je le retrouve? Parce que là, j'improvise un peu. Mais voilà, riposte, vous voyez. Ici, vous avez riposte. Donc, c'est un mot-clé d'un personnage. Et là, on le retrouve souvent dans le prêtre ghoul. Si vous échouez dans un test contre un ennemi qui a la capacité riposte, vous prenez des dégâts. Alors contre le prêtre ghoul, c'est 2 dégâts, 2 horreurs, donc c'est assez violent, surtout si la troisième attaque vous ratez et qu'après il vous attaque. Alors, ce qui est important, c'est que en fait, la capacité du mot riposte ne s'applique pas si votre ennemi, si votre ennemi est incliné. Vous voyez. À chaque fois qu'il attaque un ennemi redressé avec le mot-clé riposte, eh bien, un effet riposte peut s'appliquer si vous le ratez. Par contre, ce que ça veut dire en creux, et c'est là où on arrive au bien lire, c'est que si l'ennemi est incliné, par exemple le prêtre ghoul, Wendy Adams par exemple, l'esquive, Roland Banks joue son tour et l'attaque, comme le prêtre ghoul est incliné, eh bien, il n'y aura pas de risque de riposte, voyez. Donc voilà, ça c'est une règle que j'ai pas tout de suite découverte, que je connaissais pas tout de suite, qui tout de suite facilite un peu la gestion de la campagne et du jeu. Donc ça peut arriver que vous soyez passé à côté, mais il y a plein de petites règles comme ça à connaître. Bien connaître un massif, alors un ennemi massif. Bien connaître aussi tout ce qui est fenêtre de temporalité. Donc voilà, les règles sont pas forcément très compliquées, mais il faut les avoir un petit peu, je dirais, digérées et bien les connaître. Donc je prends un autre exemple. Vous voyez, cette carte, je vais l'utiliser pour le prochain exemple en plus, mais bien connaître les règles, c'est par exemple bien différencier action rapide d'une réaction.
Bien connaître les règles, c'est par exemple se rappeler dans quelles conditions une attaque d'opportunité est faite. La règle est précise, par exemple quand vous faites une discussion, quand vous faites un abandon, notamment abandon, ça c'est vraiment quelque chose qui peut être très important dans certaines parties. Au moment où vous abandonnez, l'ennemi, si vous êtes engagé avec un ennemi, il ne peut pas vous attaquer, ça n'enclenche pas une attaque d'opportunité. Donc si vous devez aller sur un lieu et sur ce lieu où vous devez abandonner, il y a déjà un ennemi, quand vous faites l'action abandon, il va pas vous faire une attaque d'opportunité. Vous voyez, c'est ces petites choses qui peuvent être importantes. Voilà. Pareil, je prends un autre exemple de petite règle. Si par exemple vous devez faire une action qui est marquée sur une carte, je pense à Lita Chandler, faire une action, donc action de activer une capacité sur une carte, si vous faites ça, ça déclenche une attaque d'opportunité si vous êtes engagé avec un ennemi, qui soit massif ou pas. Voilà. J'ai essayé de pas trop spoiler, mais si vous avez bien compris, donc l'action de faire une action alors que vous êtes engagé un ennemi va vous déclencher une action d'opportunité, donc vous déclenchez 2 ou 3 points de dégâts pour Humordod par exemple. Donc soyez bien vigilants à ces petits points de règle qui peuvent être importants, et le fait de les maîtriser, un, ça vous fera jouer la règle, et deux, ça va vous faciliter un petit peu la gestion du jeu. 5e conseil que je peux vous donner aussi quand on débute le jeu, c'est que parfois on peut s'embrouiller un petit peu avec les tours de jeu. Donc pour ça, heureusement, on a vraiment une carte récapitulative qui est très bien faite. Gardez-la bien précieusement près de vous pour vous rappeler un petit peu le séquencement et qui a joué, qui a pas joué. Parfois, certains joueurs prennent aussi 3 jetons. Alors, vous pouvez les 3 jetons de leur couleur, et pour se rappeler s'ils ont fait leurs 3 actions par leurs 3 actions. Il peut souvent y avoir des oublis comme ça. Bien séquencer, connaître le tempo des actions, qui va jouer en premier, qui joue ensuite, et pour ça, vous pouvez vous aider. Ça vous évitera de vous embrouiller peut-être avec les phases. Là, vous avez juste à vous rappeler que les ennemis avec le mot-clé chasseur se déplacent, et ensuite, ils vont engager, et ensuite, ils vont attaquer. Voilà. Donc, il y a le mouvement, puis l'attaque. Quand ils sont engagés, ils s'engagent dès qu'ils sont dans le même lieu qu'un investigateur, sauf s'ils sont distants. Donc voilà, ce petit séquencement va peut-être vous aider, et voilà, surtout quand on joue en solo notamment, bien l'avoir en tête et vous cadrer pour ne pas oublier. Voilà, c'est quand même important à mon sens de bien connaître le tempo et les actions du tour. Et j'ai même envie de dire, et ça rejoint un petit peu, quand on connaît bien les actions du tour, faut aussi, je vais compléter, connaître les mouvements de comment dire, là ça va venir là, les actions rapides, les fenêtres de joueurs. Ça rejoint un petit peu l'idée de bien connaître les règles, mais des fois vous avez l'opportunité de déclencher quelques effets. Alors je vais prendre l'initié des arcades qu'on retrouvera, mais par exemple à un certain moment, pendant tout le tour vous n'avez pas utilisé l'initié aux arcades, là pendant une phase d'action rapide, n'importe laquelle, que ça soit ici, par exemple, ici vous avez pas joué du tour votre initié aux arcades, là vous pouvez utiliser cette fenêtre d'action avant de réinitialiser les actions, enfin de redresser les cartes inclinées. Vous voyez, vous avez toute cette phase là pour utiliser par exemple votre initié aux arcades. Donc que ça soit déjà la phase du mythe, que ça soit pendant une phase d'investigateur, ça peut être intéressant aussi pendant un test de compétence. C'est-à-dire que vous allez peut-être attaquer, risquer une riposte, ou même vous êtes en phase de mythe et vous savez que votre initié des arcanes va mourir, utilisez une dernière fois si vous le pouvez avant de le sacrifier dans un combat ou dans un test de compétence. Vous savez que vous allez devoir le sacrifier, donc utilisez-le. Donc vous voyez, c'est à la fois bien connaître les règles et bien utiliser le tempo des actions. Ça peut vous faire des petits plus. Comme c'est Arkham est quand même un jeu difficile, donc si c'est un jeu difficile, exploitez au maximum les règles, donc le jeu, et les petits trucs qui vont vous faciliter et faire que la pièce, quand elle est sur la tranche, elle tombe du bon côté ou pas du mauvais côté. Des fois, Arkham, ça joue à une action, à un tirage. Donc tous ces petits moments-là, si vous pouvez pousser de votre côté, ça va être beaucoup mieux que d'habitude. Ensuite, ma 6e recommandation, c'est être bien préparé. Alors j'avais préparé la petite carte, mais tant pis. Voilà, être bien préparé, ça veut dire quoi? Bien préparé, ça veut dire quand la partie va commencer,
Alors c'est un peu en lien avec le deck building, mais quand vous faites votre mulligan, quand vous prenez vos 5 premières cartes et que vous allez devoir choisir quelles sont les 5 cartes que vous allez garder, l'idée c'est quand même d'avoir une main qui va être opérationnelle rapidement ou qui va vous construire rapidement votre jeu. Je m'explique. C'est important souvent dans une partie qui commence d'avoir des soutiens dès le début. Alors je prends l'exemple le plus classique, c'est Peter Sylvestre. Voilà, Peter Sylvestre, ça fait partie des alliés qu'on aime bien avoir dès le début de la partie parce que son effet à la fin de tour va être très intéressant. Avoir une arme, quelle qu'elle soit, que ce soit une hache d'incendie ou même un couteau de survie, n'importe laquelle, au premier tour, c'est plutôt sympathique. Donc voilà, si vous pouvez vous équiper, de vous préparer, généralement le premier round est un tour de préparation. En fait, l'idée de ce premier round, c'est de vous dire, si jamais je pioche un ennemi, qu'est-ce que je peux faire dans la partie? Moi, ça m'est arrivé dans les parties où je débutais, j'ai roll en banque, je suis en solo, je veux faire la zélatrice, et puis hop, je pioche une carte, la première carte de mythe que je rencontre, c'est une goule. Sauf que bah voilà, j'ai pas d'armes, donc c'est compliqué, j'ai pas d'alliés, j'ai personne, et là je vais galérer. Donc plutôt que se jeter à récupérer des indices, si vous pouvez profiter du début de tour pour, parmi les 5 cartes, en avoir au moins une ou deux, ou voire 3 à poser, qui vont vous permettre d'installer votre jeu, et donc vous permettre de bien démarrer, de bien réagir si jamais il y a un ennemi. Voilà, par exemple, lui, s'il y a une carte très triste qui vous fait de l'horreur, vous voyez, vous avez tout de suite des bonus qui vont s'enclencher. Un monstre arrive, vous avez une hache d'incendie, voilà, vous avez peut-être un petit plus pour tout de suite ne pas subir l'ennemi, ne pas perdre des actions à essayer de lui faire un point de dégâts, un point de dégâts, un point de dégâts, en faisant des tests difficiles et en piochant peut-être au deuxième tour, un deuxième ennemi, ça peut arriver. Donc voilà, toujours être bien préparé pour commencer. Alors ça, c'est un peu lié à un bon deck building, mais pas que. Voilà. Donc bien vous préparer dès le début du scénario. Alors 7e recommandation que je peux donner aussi, c'est prendre le temps de la réflexion. Alors quand je dis ça, oui, on réfléchit toutes, mais réfléchissez bien à chacune de vos actions. Et ça passe aussi notamment parce que j'expliquais l'analyse du chaos bag, c'est-à-dire que que vous soyez en solo ou à plusieurs, coordonnez-vous, discutez, échangez et essayez de maximiser chacune de vos actions. Chaque action doit on va dire en gros est précieuse. Donc gagner une ressource, c'est intéressant. Piocher une carte, c'est intéressant. Alors ça dépend. Si vous piochez une carte alors que vous avez des grosses faiblesses très difficiles, c'est peut-être pas une bonne idée. Si vous êtes Roland Banks, que le scénario va bientôt se terminer et que vous savez qu'il va être votre piochet, votre traumatisme, votre carte traumatisante qui peut apparaître, effacer les indices, faut mieux ne pas piocher, voyez. Donc réfléchissez à chacune de vos actions, coordonnez-vous avec les autres joueurs, c'est un jeu coopératif pour construire une séquence de jeu qui soit pertinente et qui permette à chacun de s'en sortir au mieux. Ne vous aventurez pas tout seul quand vous êtes chercheur à 3 cases du gardien ou peut-être du survivant un peu ou du truand un peu combattant qui est avec vous, voyez. Ne pas courir, ne pas se jeter dans la nature en vous disant si jamais je suis très loin et que je pioche une carte rencontre, est-ce que je peux gérer ou je peux pas gérer. Donc ce temps de réflexion, c'est aussi un des charmes du jeu, c'est le partage. Et donc là aussi, prenez votre temps, analysez et jouez tranquillement. Et plus vous connaîtrez le jeu, plus ces analyses seront rapides, plus ça sera fluide. Voilà. Mais au début, vous allez peut-être analyser à 2, vous tromper et vous allez tirer les leçons de votre échec. C'est pas un problème, c'est un jeu d'apprentissage au Arkham. On peut y jouer des dizaines d'heures, refaire des campagnes plein de fois, augmenter le niveau de difficulté. Donc pas de problème là-dessus. Mais voilà. Combien de fois on fait une action qui était inutile, une action qu'on regrette, en se disant si j'aurais vu, j'aurais dû faire ça. Surtout sur les derniers tours où c'est de plus en plus critique. Là, c'est vraiment les moments où il faut plus peser au maximum ses choix. Voilà. Ensuite, 8e conseil que je peux vous donner, donc c'est un petit peu, si vous comptez jouer un petit peu plus, c'est pimper
votre jeu. N'hésitez pas à trouver plein de choses sympas. Alors quelque part, maintenant, on a un sac du chaos, un petit chaos bag qui nous est fourni dès le début. Mais voilà, il y a plein de petites choses qui peuvent être très sympas. Là, j'avais fait il y a quelques années une vidéo sur les cabochons. Ça coûte une dizaine d'euros et vous pouvez avoir un plaisir assez important en manipulant ces petits jetons qui sont très agréables à sortir, qui vont vous permettre aussi de mieux être dans la narration. Le PIM, c'est aussi des petits trucs comme ça que j'ai acheté, que j'aime beaucoup en fait. Ça coûte 2 euros dans tous les magasins de hard discount. Et voilà, vous avez des petites cartes que vous pouvez mettre devant vous. Ça peut être une bougie odorante allumée, ça peut être plein de choses. Moi, j'ai récupéré ça d'un autre jeu, hein, Arkham V3, pour me servir de sabot. Donc, des sabots inspirés, pas inspirants. Alors, vous avez Etsy hein, principalement pour le faire, mais il y a plein de choses que vous pouvez fabriquer vous-même. J'ai fait aussi des vidéos pour des scénarios. Des scénarios qui ont été traduits ou fabriqués. Il y avait Face ou Wendigo, mais il y en a d'autres. Donc voilà, c'est des auteurs certains français ou qui ont fait la traduction ou qui ont fait la conception. Donc n'hésitez pas à faire vous-même vos propres extensions de jeu où il y a des scénarios vraiment très sympathiques, des mini-campagnes très sympathiques. Donc n'hésitez pas à pimper votre jeu. Une des choses importantes, si vous voulez entre guillemets pimper le jeu, c'est notamment les flèches. Alors souvent dans les parties de joueurs un peu expérimentés, vous voyez de très belles flèches en plastique. Moi, à une époque, j'avais acheté un peu ça, vous voyez, des petites flèches mono ou bi. Alors, je les avais achetées à un Français, Michael, sur Etsy. Mais voilà, vous avez des petits trucs comme ça. Bon, c'était en bois, vous en avez d'autres en plastique. Ça, c'était parce que je voulais prendre les moins chers, hein, mais voilà, vous pouvez même les fabriquer vous-même. Mais voilà, ces petites flèches double direction, mono direction. Alors, moi, maintenant, je trouve ça un peu fastidieux à installer et à ranger, mais quand vous débutez, ça peut vraiment vous éviter des grosses erreurs sur le jeu. Donc voilà, ces petites flèches aussi, pour moi, à la limite, c'est peut-être l'une des choses les plus indispensables du jeu. Je reviendrai aussi là-dessus, mais vous voyez, sur le classement, j'ai été sur BGG et je me suis fabriqué des petits séparateurs. Alors, c'est presque indispensable, ces petits séparateurs, quand on fait ce type de classement, mais il y a plein de choses que vous pouvez faire vraiment à prix modique. Hein. Là encore, hein, je vous dis, c'est 2 euros le truc. Ça, c'est 10 euros que vous pouvez faire. Alors, est-ce que c'est du pimp? Mais par exemple, sleever vos cartes. Là aussi, j'ai fait une vidéo pour les différents types de chemises, de pochettes plastiques, pour parler français, que vous pouvez utiliser. Mais là encore, hein, avoir des sleeves, c'est aussi un moyen de préserver vos cartes de l'usure. Sinon, elles vont très vite s'abîmer vu qu'elles sont mélangées. Vous avez vos mains moites dessus, surtout en plein été, qui vont abîmer la carte. Mais c'est surtout dans l'absolu le mélange qui va faire que vos cartes vont se dégrader. Ça serait dommage de devoir racheter des cartes ou d'avoir des signes trop apparents sur les cartes. Donc voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour améliorer la satisfaction de jeu. Alors, je sais pas si vous l'entendez, mais je mets une petite musique de fond quand je fais cette vidéo. Mais voilà, là aussi, quand vous jouez, n'hésitez pas à mettre une simple musique que vous pouvez récupérer sur YouTube et qui est en plus sans publicité pendant 1 heure. Donc, n'hésitez pas. Donc, ça va vous permettre là aussi de jouer. Hein. Il y a plein de petites musiques qui vont renforcer l'immersion, qui vont renforcer la narration. Voilà. 9e conseil que je pourrais donner aussi aux débutants, déjà au niveau de la prise de notes, soyez rigoureux dans vos prises de notes parce qu'il n'y a rien de plus agaçant que de commencer une campagne et de mal écrire et vous vous souvenez plus de combien d'XP, vous avez fait ça, pas ça. Donc être très rigoureux, on va dire dans la prise de notes. Moi maintenant dans certaines parties, j'utilise une application que je vais vous présenter, voilà, qui est Arcane Cards. J'utilise maintenant, surtout quand je joue en solo, ce qui a l'avantage en plus de me fournir les jetons. Là, c'est vrai que maintenant j'ai passé le cap de ne plus utiliser les jetons, mais en solo, je clique directement sur l'application. En plus, il y a toutes mes préparations de deck qui sont faites. Si jamais je veux faire des personnages, les modifier, qu'il y a des XP. Donc là encore, vous avez tous vos personnages que vous pouvez faire. Donc ça, c'est un moyen à la fois de prendre des notes, de se simplifier la vie, aussi bien sur la création de deck
que sur les campagnes, hein, donc avec toute la réserve du chaos. Et là encore, hein, ça vous aide aussi à évaluer vos statistiques. Hein. Mais voilà, c'est un outil très bien, surtout pour ceux qui ont d'anciennes versions de campagne, parce que des fois vous avez des feuillets qui sont un peu répartis n'importe où. Donc ça peut vous aider effectivement sur comment jouer. Alors quand vous êtes en solo, c'est encore mieux parce que vous le prenez directement sur un portable, pas besoin de la tablette. Et puis comme ça, vous pouvez lire la campagne, lire le scénario, éventuellement faire les tirages de Chaos Bag dessus, modifier en plus votre personnage, et vous êtes sûr de pas vous tromper, on va dire, dans les mises en place, parce que des fois ça reprend un petit peu en charge certaines mises en place selon certains effets. Voilà. Enfin, 10e et dernier conseil, ça me semblait important de le rappeler, c'est de bien classer ses cartes. Vous voyez, alors j'avais fait une vidéo aussi sur comment je classais mes cartes. Donc quelques années plus tard, c'est toujours d'actualité. Je classe mes cartes toujours. Alors il y a deux écoles, hein. Il y a l'école du classeur et l'école de la boîte, comme ça. Alors ça peut être des coffres, ça peut être plein de choses. Mais voilà, j'ai pris le parti de bien classer mes cartes comme ça, alors par niveau de ressources. Puis ensuite, je les sépare par niveau de carte avec expérience. Donc, vous voyez, le tas commence à être assez important maintenant. Donc, j'ai besoin de quasiment 2 boîtes. Mais ce classement de cartes, il est vraiment indispensable. Alors ça, vous avez la partie, on va dire, carte joueur, mais c'est la partie la plus importante à classer, et qui vont vous permettre de faire votre deck rapidement, alors surtout si vous êtes plusieurs, mais de savoir que vous prenez un paquet, vous regardez un peu les cartes défiler, et voilà. Donc le classement de cartes, c'est malheureusement dans le jeu quelque chose d'indispensable, et plus c'est simple et rapide, plus vous aurez envie de jouer au jeu, parce que c'est aussi une perte de temps que de chercher des cartes. Alors on a tous perdu des cartes une fois qui étaient rangées dans des campagnes, mais voilà, mieux c'est fait, plus cet aléa sera le plus loin possible. Voilà, écoutez, c'est tout pour mes quelques conseils. N'hésitez pas à en rajouter si vous pensez à d'autres choses dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je remercie tout le monde qui suit cette chaîne, que ça soit des anonymes, des gens qui ne suivent pas, ou même certaines chaînes. Moi, j'ai eu le plaisir, il n'y a pas si longtemps, de voir un propos très élogieux sur cette petite chaîne très amateur que je fais, de la part de gens en cravate, si je me souviens bien. Mais il y en a d'autres avec qui j'échange et que je salue. Donc, écoutez, merci encore, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, bonne journée.